Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, je tends le micro à un homme qui a décidé de traverser la France en courant. De Dunkerque à Marseille, soit 1134 km, parcourant chaque jour plus de 100 km, le tout en sandales minimalistes avec, tenez-vous bien, 10 jours, 11 heures et 50 minutes pour effectuer ce trajet. Alors derrière ce défi hors norme, il y a une réflexion passionnante sur notre rapport à la performance, à l'aventure et à nos propres limites. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Maria, qui était déjà passé dans le podcast en 2023 pour parler de l'alimentation cétogène. Aujourd'hui, on va parler de course minimaliste, d'ultra-distance, de son entraînement pour réaliser ce défi, tout comme de son mental puisqu'il a dû faire face à l'échec. Cette traversée, en effet, ne s'est pas initialement passée comme prévu. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire d'Olivier profondément humaine. Nous allons donc aborder dans cet épisode la préparation et comment il est arrivé à courir 100 km plusieurs jours d'affilée. Comment gérer la fatigue, le doute ou la douleur. Et tout simplement, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir traverser un pays simplement avec ses jambes en sandales minimalistes. Cet échange est inspirant et devrait, chez vous, peut-être vous donner l'envie de cette aventure qui est à portée de main. Un tour de clé et devant chez vous, l'aventure peut débuter. Sans plus attendre, je vous laisse profiter de mon échange avec Olivier, que je remercie d'avoir accepté l'invitation du podcast. Il traverse la France en courant de Dunkerque à Marseille. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Olivier, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes. Alors je t'avais reçu il y a presque 3 ans, en juin 2023 pour l'épisode 173. Je renvoie les auditeurs à notre premier échange autour de l'alimentation et du régime cétogène. Aujourd'hui, j'ai voulu te tendre le micro à nouveau pour que tu nous parles d'une aventure que tu as vécue il y a quelques semaines et qui t'a conduit à relier la mer du Nord à la mer Méditerranée. Sois le bienvenu à nouveau Olivier. Salut Sébastien, c'est un grand plaisir d'être de retour à ton micro pour une belle aventure qui s'est passée il y a quelques semaines, donc je suis très heureux d'en parler avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux, Olivier, en quelques mots, te présenter, rappeler un petit peu aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et quel est ton lien avec la course à pied, justement? Bien sûr, écoute, je m'appelle Olivier Maria, j'ai 33 ans, j'habite à Lille actuellement depuis une dizaine d'années. Je suis graphiste indépendant de formation et de métier et aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur les réseaux autour de la course à pied, parce que ça fait quand même longtemps que j'en parle, de la course à pied et du vélo, si j'en fais un peu moins en ce moment, mais j'en parlais pas mal. Mes réseaux, ils ont un peu pris d'ampleur. Du coup, je suis dans une période de transition où j'ai toujours mon métier de graphiste indépendant, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui sont étonnés, qui croient que je fais que courir de la vie, mais non, j'ai quand même un vrai travail. Mais je fais quand même de la création de contenu. Ça tend à se développer petit à petit avec l'audience qui augmente. C'est assez cool, notamment grâce à des projets comme celui que j'ai eu cette année. Et voilà, autour de la course à pied, moi, je cours depuis une dizaine d'années. J'ai commencé en 2015, il y a 10-11 ans. J'ai commencé sur des formats très classiques, on va dire du 10 kilomètres pour commencer, jusqu'à quelques années plus tard, marathon. Donc j'étais très heureux à faire du 10 kilomètres, semi-marathon, marathon pendant quelques années. J'ai commencé la course à pied à Grenoble, et en fait, 1 an avant de déménager, j'ai découvert le trail. Tu vois, ça, c'était en 2015-2016, une époque où le trail, c'était pas si connu que ça. Je découvre le trail en 2016, je me tombe amoureux de ce sport et je déménage à Lille dans la foulée. Je fais le deuil du trail. C'est triste, mais du coup, j'ai abandonné le trail. Je me suis remis à la course à pied plus classique, toujours, jusqu'au marathon, on va dire. J'ai eu un petit passage autour du vélo longue distance qui a beaucoup influencé ma pratique de la course à pied actuelle. Je pense qu'on pourra en parler. Vélo longue distance, type ultracyclisme, Race Across France, et cetera. Je pense que c'est des noms de courses qui parlent un petit peu en ce moment, où le principe, c'est de
de rouler jour et nuit tout le temps sans s'arrêter, sans étapes, en autonomie, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné pendant quelques années, autour de 2000, entre 2020 et 2024 à peu près. Et là, je me suis remis à trail, course à pied. J'ai un peu ralenti le vélo parce que j'avais des gros objectifs de course à pied. Je pense que tu m'as invité pour ça. Donc en gros, dans les grandes lignes, voilà ma petite histoire sportive. Alors la petite histoire, elle se prolonge également avec le matériel que tu utilises Oui, pour courir. Tu n'es pas porteur de chaussures conventionnelles, mais d'une autre ouais. forme de chaussures. Bah ouais, c'est pour ça que je suis étonné que tu m'aies quand même invité dans le podcast à côté de mes pompes, mais Alors à côté de mes sandales. à côté de mes sandales, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, moi, j'ai commencé à courir en 2015, comme je te disais, j'y connaissais rien, j'étais étudiant. Heu, je me suis dit: «Bah écoute, tu envie de commencer à courir, tu connais rien, bah tu vas dans le 1er décathlon de ta ville, tu demandes les chaussures les plus chères parce que c'est les meilleures». À l'époque, en 2015, c'était des ASICS à 130 €, donc je me suis bien tiré par rapport à j'aurais pas pu faire la même chose aujourd'hui, je serais sorti avec des chaussures à 350 €. C'est ouais, le marché de la chaussure, il a pas mal évolué, mais c'est un autre débat. Donc je commence à courir avec mes grosses ASICS, que le vendeur de Decathlon m'a vendues. Je suis très content avec ça et tout, et en bon curieux de à vouloir prendre de beaucoup d'informations quand je commençais des choses, des sports et cetera. Je commence à beaucoup lire, sur internet, un peu sur le matériel, sur l'entraînement parce que j'y connaissais absolument rien. Je tombe sur, le livre Born to Run, donc qui est un peu l'espèce de bible de la course minimaliste, qui est sorti donc il y a 10 ans à peu près, qui a vraiment lancé le mouvement de la course, minimaliste, pieds nus, en sandales, donc en gros un mouvement ou de course à pied avec très peu de matériel, très peu d'amorti et cetera. Donc super source, un livre que je conseille toujours parce que c'est pas un livre scientifique, c'est vraiment une histoire qui est racontée, qui est super chouette à lire. Et en parallèle de ça, je tombe sur la clinique du coureur qui lui sont vraiment des sources scientifiques. Et en gros, ce qu'explique la clinique du coureur, parce qu'en fait dans Born to Run, c'est un livre qui promeut la course minimaliste, mais c'est disons une vision très radicale qui dit, il faut, courir pieds nus du jour au lendemain et vous allez faire disparaître toutes vos blessures du jour au lendemain grâce à la course pieds nus, et en jetant vos chaussures à la poubelle. Alors qu'en fait, dans les faits, c'est pas du tout, c'est vraiment un très mauvais message à passer. Et à l'inverse, la clinique du coureur, eux, ils ont une vision très scientifique basée sur les études scientifiques, qui sortent, et eux, leur vision, c'est plutôt de dire, si vous commencez la course à pied, et ben, il vaut mieux acheter directement des chaussures très légères avec peu d'amorti parce que c'est à ce moment-là que vous allez adopter des bonnes habitudes, une bonne foulée. Alors que si vous courez depuis, 5, 10, 15 ans, bah, votre corps, il a pris des habitudes, et plus ces habitudes, elles sont ancrées depuis longtemps, plus c'est difficile à les modifier. Donc tu vois, moi, je commence à peine la course à pied, j'ai mes grosses, ASICS, ça fait quoi, 6 mois que je cours, et quand je lis ça sur la clinique coureur, couplé avec ce truc plutôt le récit un peu fantastique de Born to Run, je me dis: «Bah, en fait, ça a l'air d'avoir du sens ce qu'il raconte». Moi, ça fait 6 mois que je cours, du coup, j'ai pas encore des habitudes, tu vois? Je me rappelle, quand j'ai acheté mes grosses ASICS, et ben, je touchais le talon et je touchais le truc de gel au talon, et je me disais: «Bah, s'il y a un super gel qui amortit, bah, il faut que j'atterrisse, sur le talon», alors que si j'avais commencé pieds nus, peut-être que j'aurais pas fait ça, donc quand j'ai commencé, j'avais une belle attaque talon, grâce à mes ASICS. Heu, je vois qu'il faut acheter des chaussures plus légères pour adopter une bonne foulée, bah, je me dis: «Je vais acheter des chaussures plus légères», et en fait, à l'époque, bah, chez Decathlon, tu pouvais acheter des Kalenji, des Keep Run très légères, j'avais des Puma, il y avait des Nike, toutes les marques, en fait, faisaient des chaussures très légères parce que c'était quand même la mode. Ça existait pas encore trop, les chaussures avec les grosses semelles comme aujourd'hui. Donc je troque mes ASICS pour des chaussures, de grande marque mais très légères, typées, à l'époque, c'était compétition 5 kilomètres, 10 kilomètres, je sais pas si tu te rappelles, c'était, des chaussures vraiment légères, et donc je réapprends à courir à ce moment-là, donc après même pas un an de course à pied avec des chaussures plus légères où là, bah, mon attaque talon, j'essaye de la transformer petit à petit, et vu que je cours depuis pas longtemps, bah, la transition, elle se fait assez vite, en fait, et après ça, avec les années,
je franchis le pas de passer à des marques vraiment, heu des marques de chaussures minimalistes un peu plus dans des qu'on trouve sur internet ou quoi, qui sont pas dans les grandes surfaces, qui sont vraiment des marques spécialisées. Et donc ce qui fait que, tu vois, ça fait 11 ans que je cours et j'ai quasiment tout le temps couru soit en chaussures très légères, soit en chaussures minimalistes. Où je me rappelle les premières chaussures minimalistes que j'ai achetées, je pense que c'était en 2016-2017, ça ressemblait à des chaussons de danse carrément. C'était des chaussures fermées, mais tu avais une semelle qui faisait 2 millimètres d'épaisseur. Tu avais un espèce de petit tissu qui enrobait le pied, mais tu glissais ton pied comme un chausson de danse et tu allais courir comme ça, mais c'était ultra, ultra léger, beaucoup plus léger que mes sandales. Et finalement, les sandales que j'utilise à 100 en ce moment, j'ai commencé, je pense, il y a 4 ou 5 ans à peu près, autour de 2020-2021. Et ça, les sandales, c'était un peu par curiosité parce que sur les réseaux sociaux, je voyais des gens qui couraient en sandales, mais j'ai longtemps eu le blocage psychologique à me dire: «Les gens, ils vont me prendre pour un fou». Et je pense que c'est le plus gros blocage des sandales, c'est vraiment ça, c'est se dire: «Ben, je vais sortir dans la rue, mais comment les gens vont me regarder?» Mais après passer ce truc du regard des autres en me disant: «Bah, écoute, j'ai envie d'essayer, donc je m'en fiche du regard des autres», j'ai franchi le cap et aujourd'hui je fais tout en sandales, tu vois? Je fais du trail, je fais de la route, je fais de la longue distance, de la courte distance, des marathons, et donc ça fait pas mal d'années que je suis 100 sandales, ouais, donc voilà pour l'histoire de la course minimaliste qui a été, un grand tournant, et j'en suis encore attaché maintenant, et même si, je dis toujours que si un jour je considérais que j que j'ai fait un peu fausse route ou que j'ai envie de me remettre aux chaussures normales, beh, je me remettrai avec grand plaisir. Mais tu vois, ça fait, presque 10 ans que je suis en minimaliste et pour l'instant, j'ai pas aucune raison de changer. Est-ce qu'Olivier, ça colle également avec ton approche de la vie globalement, ce côté minimaliste, Ouais. de ne pas forcément avoir besoin de beaucoup d'équipements, de beaucoup de choses, parfois Mmh. peut-être superficielles? Est-ce que c'est aussi en lien avec ton mode de vie globalement? Bah, c'est carrément en lien, mais c'est un lien que j'ai mis du temps à faire parce que tu vois, j'avais, un côté de ma vie qui était la course en sandales minimaliste et un autre côté qui était, d'avoir des engagements écolos, d'être dans des assos écolos, d'essayer de un peu moins consommer, pas trop acheter. Bon, on a toujours je suis pas, parfait à ce niveau-là. J'ai un iPhone, et cetera. Je consomme peut-être beaucoup trop par rapport à ce qu'il faudrait, mais malgré tout, j'essaie quand même de pas trop consommer, tu vois, j'ai pas de voiture, et cetera. Et en fait, le lien entre j'ai peu de matériel pour courir et j'ai peu de matériel parce que j'essaie d'avoir un mode de vie qui soit un petit peu éco-responsable à ma manière, même s'il est pas parfait. Bah, le lien entre les 2, j'ai mis du temps à le faire, et c'est vrai qu'au moment où je l'ai fait, je me suis dit: «Mais en fait, oui, les sandales, moi, je me suis intéressé pour le côté santé, le côté performance sportive, mais finalement, les sandales, c'est aussi un objet qui est, hyper simple, qui est réparable, qui est hyper durable». Parce qu'une paire de sandales, moi, j'ai une paire où j'ai fait plus de 3000 kilomètres avec. Tu vois, ça dure beaucoup plus dans le temps que des chaussures parce que la sandale, elle va pas perdre en amorti et il y aura pas de tissu, de mèche qui va se déchirer sur le dessus. Donc finalement, les sandales, c'est quasiment indestructible, plus ou moins selon les modèles, parce que tu as des modèles route qui sont très légers, donc tu peux passer au bout de 2000 kilomètres à travers la semelle. Par contre, tes sandales de trail qui sont plus épaisses, bah là, pour passer à travers la semelle, c'est quasiment impossible. Donc tu vois, au bout d'un moment, tes crampons de trail, ils vont s'user, donc elles seront moins adhérentes pour faire du trail, mais tu peux très bien faire de la route avec. Et finalement, ouais, le lien entre les 2, je l'ai fait. J'ai mis du temps à le faire, mais à partir du moment où je l'ai fait, je me suis dit: «Mais oui, en fait, il y a quelque chose d'hyper cohérent là-dedans, de d'avoir une façon de courir qui finalement est un peu écolo parce que j'ai peu de matériel. Aussi parce que moi, ça me tient à cœur de faire des courses et des événements, qui sont pas forcément très loin. Parce que dans la vie de tous les jours, j'ai décidé fin 2019 de plus prendre l'avion pour des raisons écologiques, et finalement, il y avait il y avait du sens à aussi à pas prendre l'avion encore plus pour faire du sport. Je veux dire, à partir du moment où en France, on a plein de choses accessibles en train pour faire des marathons, pour faire des trails, pour aller dans les Alpes, faire l'UTMB ou quoi, bah, moi, je considère que je suis très heureux en faisant des courses en France sans prendre l'avion ou en Europe, tu vois?
Et donc ouais, carrément le lien entre écologie, sport, minimalisme dans l'approche sportive, mais aussi dans la vie de tous les jours, bah, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait progressivement et du coup de traverser la France en courant et ben, il y a tout ça qui s'est mélangé et c'est comme ça que ça a germé. Parce qu'en fait, au début d'enregistrement, je te parlais de courses de vélo que j'avais faites, notamment la Race Across France, qui a vraiment été un gros, qui a vraiment fait un switch dans ma tête, dans mon approche du sport, qui était vraiment axé, compétition, marathon et cetera. Et en fait, quand j'ai découvert ces courses à vélo qui faisaient une espèce de diagonale, qui partait d'un bout de la France, qui arrivait à l'autre bout, c'était des courses de 2 500 kilomètres à peu près à vélo, tu vois? Mais moi, quand je découvre ça, alors que je fais du vélo un peu tranquille, des 100 kilomètres, des 50 kilomètres et tout, et j'ai déjà l'impression que c'est le bout du monde, tu vois? Et que je découvre ces courses, que je me dis: «Bah, c'est c'est trop gros pour être possible», tu vois? Tu te dis avant de l'avoir fait, tu te dis: «C'est pas possible, je peux pas rouler autant et tout». Finalement, je m'inscris, je réussis ces courses, je me dis: «Mais attends, j'ai fait 2 500 kilomètres à vélo, sans aide extérieure, j'ai mis, 7-8 jours pour les faire». Et ben, en fait, ça au-delà de tout ce que j'apprends pendant ces courses, et ben, en fait, ça a vraiment transformé mon approche du sport. Et il y a vraiment eu un switch dans ma tête où je me suis dit: «Bah, il y a des choses que tu penses impossibles, mais en fait, tu en sais rien parce que tant que tu as pas essayé, ça peut être possible». Moins dans le Ouais, classement, moins dans le chrono, moins dans la performance. Même si faire 2 500 kilomètres tout ouais. seul en vélo, ça reste une performance hors norme. En fait, ouais, ouais, bah, il y a ce truc de en fait, les premières courses de vélo que j'ai fait, dans sur ce format, c'était quand même beaucoup axé performance. La Race Across France, c'est une course, de vélo sur route où il y a pas mal dans la communication des organisateurs, une approche de performance, mais il y a aussi beaucoup l'approche aventure, en fait, et c'est ça que je trouve vachement intéressant. C'est que c'est plus la performance pure ou sur marathon ou sur trail, il y a beaucoup l'aventure, mais tu vois, sur marathon, c'est quand même très performance et il y a pas trop de place à l'aventure parce que tout est vachement normé, la distance, le nombre de ravitaillement et cetera. Et là, sur ce genre de course, il y a aussi beaucoup le côté de il faut rouler vite à vélo, mais il faut aussi gérer, bah, les ravitaillements, dormir, heu, gérer le matériel, s'habiller, se déshabiller quand il fait chaud, il fait froid, et tout ça, ça rentre en compte et ça transforme la performance dans le sens où la personne qui va gagner ou qui va être à l'avant dans le classement, c'est pas nécessairement la personne qui va rouler le plus vite. Forcément, bah, si tu roules plus vite, théoriquement, tu es plus haut dans le classement. Mais malgré tout, si tu roules moins vite, donc si tu es un peu plus lent, mais que tu te débrouilles bien sur le côté sommeil, ravitaillement et tout, bah, tu peux tirer ton épingle du jeu et gagner des places au classement. Et il y a un côté qui est hyper drôle là-dedans, tu vois? Dans la stratégie et cetera. Et donc, moi, je fais ces courses pendant, 3-4 ans, tu vois? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, je fais un peu tous les ans ce genre de course. Et il y a un moment donné où je me remets un peu à la course à pied parce qu'après avoir fait beaucoup de vélo, je à cette période-là, je faisais quand même moins de kilomètres. Je me remets à la course à pied, je me remets au trail. Rapidement en trail, je reprends un peu des sensations. Je suis qualifié à l'UTMB direct. Donc 1 an plus tard, un peu par hasard, je fais l'UTMB parce que je suis qualifié, malgré mes 3 petites running stones, je pense que j'ai eu beaucoup de chance au tirage au sort, mais du coup, bah, je me dis: «Je peux pas rater l'UTMB», donc je le fais, je réussis. C'est une super expérience parce que c'est quand même une course que chaque trailer a envie de cocher, tu vois? Là aussi en Heu, sandales? en sandales forcément parce que tu vois, moi, à cette période, bah, comme je t'ai expliqué, moi, je cours qu'en sandales, donc j'ai pas d'alternative, en fait. Tu vois, j'apprends à faire du trail en sandales, ça marche. Grâce aux sandales, bah, j'ai les pieds qui respirent, donc mine de rien, sur des efforts de 30-40 heures, bah, c'est quand même, forcément les sandales, c'est plus compliqué, enfin, c'est plus dur quand tu as pas l'habitude parce que tu as pas d'amorti et des fois en montagne, peut-être que c'est cool d'avoir un peu d'amorti. Mais malgré tout, le fait d'avoir les pieds qui respirent, bah, qui sont moins dans leur humidité, bah, en trail sur 40 heures, bah, finalement, j'avais quand même les pieds dans un bon état en finissant, tu vois? Alors qu'en trail, on voit beaucoup des photos
de pied avec des cloques de partout, des gerçures, tu vois, c'est des photos pas très belles à voir. Donc ouais, je finis l'UTMB en sandales en quelle année? En 2024, je crois. Euh, et, et tu vois, j'arrive à un stade où je me dis, bah écoute, en course à pied, j'ai un peu fait les objectifs que je voulais faire. Tu vois, j'ai fait moins de 3 heures marathon. En trail, j'ai fait l'UTMB, c'est un peu le Graal, même s'il y a pas que cette course qui fait rêver, mais je me dis: «Bah, OK, j'ai réussi un 100 miles». Il y a quoi après? Bon, il y a tu peux faire le Tour des Géants, tu peux faire plein de choses, mais malgré tout, ça reste quand même un cap qui est cool et je me dis: «Bah, il y a quoi après?» Tu vois? Parce que moi, finalement, le faire toujours mieux au marathon, mieux aux 10 kilomètres, faire ça tous les ans, faire que ça, c'est pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose qui m'animait tant que ça, tu vois, finalement. Une fois que j'ai fait mon moins de 3 heures, je vais pas passer 20 ans à gratter des secondes, tu vois? Et du coup, bah, je repense à ce fait d'avoir traversé la France à vélo. Je repense au fait d'être vachement attiré sur le fait que quand tu as peu de matériel, bah, c'est vraiment ton corps qui avance, sans aide extérieure parce que le vélo, ça reste une aide mécanique qui te fait aller, 3 fois plus vite qu'en courant, tu vois? Et à un moment donné, dans ma tête, il y a 2 ans à peu près, je me dis: «Mais le la suite, c'est, traverser la France en courant», tu vois? Donc ça doit être en 2024 à peu près, 2024-2025, ouais, fin 2024 et donc c'est de là que tout part, l'idée de me dire: «Il faut traverser la France en courant», mais je sais pas comment on fait parce que c'est tout un autre monde par rapport au vélo et donc il y a 2 ans, je commence à penser à ça, ouais. Pour toi, Olivier, l'aventure commence sur le pas de ta porte. Devant la maison, on peut partir à l'aventure. Tu t'es pas dit: «Je vais, tout de suite tester cette, diagonale entre Dunkerque et Marseille». Tu as expérimenté, de ce que j'avais pu suivre, hein, sur tes réseaux, des Oui. petites liaisons pour aller, de Lille voir la mer et d'avoir déjà cette, 1re, Mmh, sensation de ces, on va dire, courses à étapes où tu pars peut-être pour une nuit et oui, ouais. tu expérimentes. Exactement. Ben, en fait, ça s'est vraiment fait par étapes parce que au moment où je me dis: «J'ai envie de traverser la France en courant», heu, comme je te disais, moi, sur route, je viens du marathon. Sur trail, j'ai fait plus long, donc j'ai fait jusqu'à 100 miles, enfin 160 kilomètres ou quoi. Mais je me dis: «En fait, c'est un mystère parce que comment on fait pour, traverser la France en courant, pour faire 1000 kilomètres en courant, pour faire des courses par étapes?» Je tape sur Google, Plan heu d'entraînement. plan d'entraînement, plan d'entraînement 1000 kilomètres ou traverser la France en courant et en fait, je trouve quasiment aucune source. Je tombe sur des pionniers donc il y a des gens qui ont fait ce genre de choses, des continents entiers. Il y a, en France, il y a Serge Girard qui est une vraie légende. Il y a des gens qui ont fait des choses incroyables, qui ont traversé des continents à pied, en course par étapes. Serge Girard, il a fait les États-Unis d'est en ouest ou même, si je dis pas de bêtises, son projet, c'était de le faire d'est en ouest et quand il arrive à l'arrivée, il décide de repartir dans l'autre sens pour revenir au point de départ. Donc il fait l'aller-retour. Donc il y a vraiment des pionniers, il y a des légendes, il y a des gens qui ont fait des choses incroyables où moi, honnêtement, j'arrive pas à leur cheville encore aujourd'hui, hein. Mais malgré tout, bah, plan d'entraînement, comment s'entraîner, en fait, c'est beaucoup des des gens qui communiquaient pas forcément, tu vois? Il y a pas beaucoup d'articles et tout. Donc heu donc moi, j'y vais un peu au feeling en me disant: «Bah, écoute, si tu veux traverser la France en courant, ça va être long, donc il faut que tu t'entraînes beaucoup». Donc j'augmente mon volume un peu au feeling. Avant, j'étais sur des volumes entre, on va dire, 60 et 80-90 kilomètres pour préparer des marathons. Je sens qu'il faut que j'augmente mon volume, donc j'augmente progressivement, jusqu'à arriver quelques mois plus tard à un genre de plateau autour de 130 kilomètres par semaine. En augmentant mon volume hebdo, mais aussi en faisant des sorties longues. Donc là, mes sorties longues, c'est autour du marathon à l'entraînement. Donc je commence à faire beaucoup de marathons à l'entraînement, tu vois? Une fois ou 2 par semaine. Donc à partir du moment où faire un marathon à l'entraînement, mais très, très doucement, j'y arrive. Je suis pas si fatigué que ça quand j'ai fini. Bah, je commence à faire des 50, 60, 80 kilomètres de temps en temps, tu vois? Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Jusqu'au moment où j'arrive à quasiment toucher les 100 kilomètres en d'une traite.
et notamment tu me parles d'aller voir la mer, ça a été vraiment une sortie assez fondatrice dans mon approche de cette longue distance. À un moment donné où de Lille, je me dis: «Je vais faire l'île Dunkerque en courant et je vais aller voir la mer», et j'ai toujours eu cette attirance de ce truc d'aller voir la mer qui est un peu magique, tu vois? C'est genre, tu prends la voiture en famille et tu arrives à la mer, tu arrives, sur ton lieu de vacances, et il y a quelque chose de magique, et notamment aussi à Lille, une course de vélo qui s'appelle, l'Île Ardelot, qui fait 150 kilomètres, qui part de Lille et qui va voir la mer, et ça, la première fois que je l'ai fait à vélo, 150 kilomètres, avant d'avoir fait des traversées de la France à vélo, la première fois que j'ai réussi cette course de 150 kilomètres, je me suis dit: «Mais là, je viens de j'ai réalisé un truc incroyable», et c'était que, entre guillemets, 150 kilomètres à vélo, mais tu vois, quand tu as fait que 50 kilomètres à vélo et que tu fais un 150 kilomètres et que tu arrives à la mer, c'est fou. Donc en pensant à ça, j'arrive à faire l'île Dunkerque en courant. Je crois que c'était autour de 90 kilomètres. J'arrive à la mer et je me dis: «C'est fou», et c'était une vraie étape que je voulais cocher pour me préparer pour traverser la France en courant, sauf que je fais l'île Dunkerque en courant, je rentre chez moi en train, je suis explosé physiquement, je peux quasiment plus marcher. Je me réveille le lendemain, mais là, mes jambes, c'est des bouts de bois, j'ai les tendons, les muscles, les os, j'ai tout qui est en compote. Je peux quasiment plus me lever de mon lit, je peux à peine aller me faire à manger, tu vois? Donc là, je me dis: «Mais en fait, tu as fait 90 kilomètres en courant, c'est incroyable. Je suis épaté de ce que mon corps a réussi, sauf que je peux plus bouger». Donc comment répéter s'il faut faire ça pendant, une dizaine de jours? Comment je vais faire? Ah ouais, exactement. Donc en fait, très rapidement à ce moment-là, je comprends que courir 90 ou 100 kilomètres, c'est très dur, mais globalement, je vais pas dire que n'importe qui est capable parce que ça serait mentir, mais globalement, si tu t'entraînes pour que tu prends ton temps, même si ça va te prendre 15 ou 20 heures de faire 100 kilomètres, tu vois, tu cours marche à 5-6 kilomètres/heure, beh, je suis assez convaincu que beaucoup de gens sont capables de faire 100 kilomètres. Mais rapidement, je me rends compte que l'enjeu, c'est pas de réussir à faire 100 kilomètres, mais c'est de réussir à repartir le lendemain. Donc là, je me dis: «Ah ouais, mais en fait, OK, l'entraînement, il va falloir continuer à s'entraîner parce que pour l'instant, je suis incapable». Et ça, c'était, en janvier 2025, en ayant annoncé que j'allais faire Dunkerque-Marseille en courant en octobre 2025. Donc là, il y avait la deadline avec une forme de «pression» entre guillemets. Exactement. En fait, ce qui s'était passé, c'est que quand quand j'ai pensé à ce projet, j'en rêvais tellement, je pensais à ça jour et nuit. Dès que je courais, j'y pensais. Ça, c'était en octobre ou novembre 2024, et directement, j'ai annoncé une date, et en novembre 2024, j'ai dit: «Dunkerque-Marseille en courant, octobre 2025». Parce que je m'étais dit: «OK, ça te fait 1 an pour t'entraîner, donc pour augmenter le volume et cetera, pour toutes les étapes à franchir sur lesquelles on est en train de parler». Et c'est assez marrant d'y repenser maintenant parce quand j'annonce, Dunkerque-Marseille en novembre 2024, j'ai le sentiment que c'est un peu un projet de course à pied qui est un peu unique, notamment sur les réseaux, parce qu'à ce moment-là, il y a quasiment personne qui ont fait des projets de cette ampleur qui ont fait beaucoup de bruit. Et en fait, entre le moment où j'annonce et le moment où je pars en octobre 2025, et ben, il y a plein de gens qui font ce genre de projet de longue traversée. Je pense à Joggeuse qui a fait Paris-Milan, qui a fait énormément de bruit. Je pense à Louis de Rien, Courir pour toi, qui a fait la traversée de la France en courant. Même si avant ça, il y a plein de gens qui ont fait ce genre de truc. Il y a Nicolas Van den Elsken, un bon pote maintenant, parce que quand j'ai vu qu'il avait fait, 110 marathons en 110 jours, qu'il avait fait pareil, la frontière de la France, plus de 3000 kilomètres, je rentre en contact avec lui parce en même temps que je m'entraîne, bah, je contacte tous les gens qui ont fait ce genre de projet pour avoir plein de conseils parce que j'y connais rien. Et donc ouais, entre le moment où j'annonce et le moment où je pars, bah, il y a plein de gens qui ont fait des trucs de fou, et d'un côté, je me dis: «Bah mince, ils ont mon projet il est plus si unique», mais de l'autre côté, je me dis: «Bah, c'est trop bien parce qu'il y a plein de gens qui font ça», et ça explose sur les réseaux des gens qui font de longues traversées. Donc pour revenir à l'entraînement, beh, j'apprends à enchaîner les jours, et en fait, à force de faire beaucoup de kilomètres, au final, en 2025, je crois que je fais quasiment un peu moins de 7 000 kilomètres, donc je fais
130 km en moyenne. Ça, c'est vraiment ma base, mais je fais aussi des semaines à plus de 200 km, tu vois? Je fais des pics un peu comme ça, des 200-250 km. J'apprends à enchaîner, donc là, l'idée, c'est de faire des 40-50 km, mais en repartant le lendemain. Donc en gros, je commence par, 40 km et 10 km le lendemain, ce qui est déjà dur. Après, je fais 50 km, 20 km le lendemain, pour petit à petit réussir à recourir le lendemain, même si les premières foulées, elles sont horribles. Mais mine de rien, j'apprends à courir aussi très doucement, beaucoup plus doucement que mon allure d'endurance fondamentale. Tu vois, mon EF, elle doit être à 5,45, 6 au kilo, même si je suis déjà le plus lent de tous mes potes. J'ai l'impression d'avoir une EF très lente. Mais le 6 au kilo, il se transforme en 6,30, 7 au kilo, donc faut aussi apprendre à courir à des allures qui sont encore plus lentes. Et progressivement, j'arrive à enchaîner les jours sur des distances un peu plus courtes. Et en fait, donc pour partir en octobre 2025, je termine ma prépa en faisant des blocs de 3 jours, en simulant un petit peu le même, Le même environnement, volume, ouais, même environnement. même OK. volume et le même volume, même matériel et même, heu, on va dire itinéraire et type de logement que je dois faire pendant 10 jours. Donc à partir de ce moment-là, je fais des à peu près, entre 250 et 300 kilomètres en 3 jours. Je fais un Lille-Amsterdam en 3 jours, à peu près 280, quelque chose comme ça, ou 260, je sais plus. Donc là, ouais, 100 ki en gros, je fais 100 kilomètres, je dors à l'hôtel, 100 kilomètres, je dors à l'hôtel et dernière étape en fonction entre 50 et 100 kilomètres. Et là, je m'aperçois que, bah, j'y arrive, en fait. Tu vois, ça se passe, c'est dur, bah, c'est très, très dur parce que, voilà, mais j'y arrive et je fais ça plusieurs fois. Je fais aussi quelques mois plus tard un Lille-Paris, pareil 3 jours, même format. J'y arrive un peu mieux parce je réadapte un petit peu mon matériel, j'essaye de moins charger mon sac. Je m'aperçois qu'il faut moins que je stocke d'eau et de nourriture, il vaut mieux que j'achète au fur et à mesure pour avoir le sac le plus léger possible. Je dors à l'hôtel et quand je repars, ça se passe bien. Donc tu vois, en gros, ce que je fais là, les 3 jours, 300 kilomètres, c'est un petit peu ma sortie longue de marathon où tu vois, quand tu fais une prépa marathon, bah, le but, c'est d'arriver en fin de prépa à un genre de simuli de marathon, mais en gros, au lieu de courir 40 kilomètres, tu vas en courir que 25 ou 30 avec le même ravitaillement, en testant tes gels et cetera. Bah, moi, en fait, si je veux courir 1 100 kilomètres, ma fin de prépa, ça se transforme en, je simule sur 3 jours parce que je me dis que si j'arrive sur 3 jours, bah, je vais pas faire des simulations sur 7 jours non plus parce que j'ai pas un temps infini et si j'arrive sur 3 jours, bah, je dois y arriver, 11 jours donc voilà comment ma prépa se finit avant d'arriver en octobre 2025. Elle t'a donné confiance, cette, répétition grandeur nature, ce Lille-Amsterdam et ce Lille-Paris? Ouais, ça me donne vachement confiance parce que je me dis que la prépa, elle paye, que c'est dur, mais que finalement, ça passe. J'arrive à enchaîner les jours comme je te disais et je m'aperçois qu'il y a aussi quelque chose de mental qui fait que qu'en fait mentalement, tu vois, j'ai un souvenir de je finis Paris, il me reste 2 kilomètres avant d'arriver, gare du Nord, avant de rentrer à Lille et je m'assois dans un café pour attendre mon train, je repars et là les 2 derniers kilomètres, je suis incapable de courir parce que mentalement, j'ai l'impression d'être arrivé et puisque j'ai l'impression d'être arrivé, mon corps, il veut plus courir et là, je m'aperçois qu'il y a le truc physique qui fait que physiquement, j'arrive à faire 3 jours, mais par contre que ça se joue énormément mentalement où en fait, j'ai pas réussi à repartir parce que mon cerveau était arrivé, mais le jour où je vais partir pour faire mon Dunkerque-Marseille, bah, ça va beaucoup jouer au mental où vu que je vais devoir, faire Dunkerque-Marseille, bah, mentalement, mon cerveau, il aura accepté le truc et je vais repartir. Mais après coup, après avoir, tenté la première fois, je m'aperçois que c'est pas parce que tu réussis 3 jours que tu vas réussir, 11 parce que la fatigue accumulée, c'est assez extrême et que même si, j'arrive à repartir les 3 premiers jours, pour faire 11 jours, c'est pas la même chose. Je m'aperçois la première fois, mais je m'aperçois aussi de ça la deuxième fois, en avril 2026, on en reparlera, ouais.
Au niveau de l'entraînement, Olivier, est-ce que tu as intégré du renforcement musculaire, des choses pour faire en Ouais. sorte que ton corps soit suffisamment costaud pour affronter cela? Ou est-ce que le simple fait de courir avec ces chaussures minimalistes, ces sandales, Mmh. ont été finalement suffisants pour ta préparation? Non, à fond, j'ai fait beaucoup de prépa, physique. Moi, j'ai plutôt une approche de me dire: «Bah, la course à pied, ça doit suffire pour courir». Parce que le but, c'est quand même plutôt de répéter le vrai mouvement. Mais en fait, après l'UTMB notamment, où j'ai quand même beaucoup souffert du manque de renfo parce que j'avais complètement arrêté le renfo, j'avais trop la flemme, je déteste ça, les abdos et Comme beaucoup de cetera, je dé coureurs, hein, je pense comme que beaucoup de on est coureurs, tu beaucoup, vois? hein, Donc oui. donc heu, donc à après l'UTMB, je me dis: «Là, ça me fait un électrochoc». Je me dis: «Là, si tu veux continuer à faire du trail, la course et tout, refais du renfo, mais parce que tu détestes ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses comme renfo?» Et en fait, là, je m'inscris dans une salle de CrossFit et du coup, ça fait 2 ans, non, ça fait, ouais, 1 an et demi, 2 ans à peu près que je fais du CrossFit. Je m'inscris au lendemain du TMB et en vrai, j'aime trop ça parce que j'ai la flemme j'ai la flemme de trouver mes programmes. Là, tu vois, je vais au CrossFit à peu près 2 fois par semaine. Sans réfléchir au programme, c'est le coach qui nous fait ses séances. J'y vais, je me laisse porter. Je trouve qu'il y a une super ambiance parce que c'est des petits groupes, donc il y a un vrai suivi, un peu individuel pour pas se blesser en portant des charges lourdes et je trouve aussi que c'est un sport qui est hyper ludique où finalement, les exos, ça varie tout le temps. On se dépense parce qu'il y a, à la fois des exos très muscu, des exos très cardio, des exos où on fait un peu de la gym, on fait un peu de l'haltérophilie, donc en vrai, ça fait quasiment 2 ans que je fais du crossfit et j'aime trop, trop ça. Même si le crossfit, c'est pas forcément le sport le plus, axé course à pied. Parce qu'au début, j'étais un peu dans le truc de: je fais de la course à pied, du coup, il me faut juste des exos pour faire, les quadriceps, les fessiers, les jambes et tout. Mais maintenant, je trouve vraiment mon compte à faire un sport qui est plutôt qui est plutôt axé, renfo général, global, haut du corps, bas du corps, pour plein de mouvements différents, comme je te disais et je suis trop content d'en faire. Je continue et je pense sincèrement que ça m'a beaucoup aidé, en course parce que ça me permet aussi d'avoir un haut du corps qui est assez solide, des abdos solides pour vraiment avoir un tronc qui reste droit quand je cours. Renfo bas du corps pour les jambes et cetera donc ouais, je pense que ça a été une aide. Après, savoir si ça m'a aidé à quel pourcentage et cetera, bah, ça on le saura jamais parce qu'à la fois j'ai beaucoup augmenté mon volume en course à pied. Peut-être que le crossfit ça m'a aidé à pas me blesser. Peut-être que ça m'a aidé à mieux performer, mais on saura jamais. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, juste parce que je prends du plaisir à chaque séance et si ça m'aide en plus en course à pied, c'est trop bien. Octobre 2025, Ouais, le départ est lancé, Dunkerque, direction Marseille. Comment se passe ouais, cette première tentative? Parce que comme on parle de première tentative, ouais, on peut sous-entendre qu'il y en a une seconde. ouais, ouais, ouais. En fait, octobre 2025, je pars. J'ai fait beaucoup de j'ai fait beaucoup monter la sauce, j'ai beaucoup communiqué sur le projet. Du coup, il y a des gens des médias qui m'appellent, il y a plein de gens qui viennent courir avec moi, c'est trop bien. Mais avec le recul, je m'aperçois que ça a été un peu une pression en plus parce qu'on a beaucoup, puisque j'avais annoncé que je faisais Dunkerque-Marseille, bah, il fallait absolument que j'arrive au bout, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, bah, 1re étape Dunkerque-Lille, ça se passe bien parce que oui, en gros, du coup, le Dunkerque-Marseille, j'avais tracé en des étapes d'environ 100 kilomètres par jour, voire un peu plus, la première fois. 1re étape, ça se passe très bien, Dunkerque-Marseille, pardon, Dunkerque-Lille, heu, je dors chez moi parce que j'habite à Lille, donc c'est cool. 2e étape, Lille-Saint-Quentin, 110 kilomètres, ça se passe bien aussi, fatigué, mais ça se passe bien. 3e étape, Saint-Quentin-Reims, ça faisait 120 kilomètres, donc la très grosse étape parce qu'en fait, j'arrivais à des régions, dans les Hauts-de-France où il y a pas beaucoup de villes en fait, assez grosses pour avoir des logements et cetera, tu vois? Donc je fais quand même grosse étape. Heu, J'arrive tard à Reims parce que, je passe par beaucoup de forêts, chemins, un peu gravel, un peu caillouteux et cetera, donc assez dur la fin d'étape et à la fin d'étape, j'ai un point, juste au niveau de la cheville, mais à l'avant du pied, donc tu vois? Juste au-dessus du pied. Donc là, j'ai une petite douleur, une genre de tendinite et je me dis: «Bon, c'est pas cool, c'est pas idéal, tu as pas envie d'avoir une douleur».
Mais en même temps, j'avais accepté l'idée que en faisant autant de kilomètres, bah, il y a un moment donné où c'est comme quand tu fais un trail, un ultra trail, tu vas avoir des douleurs. Tu as toujours des douleurs quand tu fais un marathon, tu as des douleurs, à un moment donné, tu as l'impression d'avoir un tendon, un muscle qui a un peu mal, mais quand tu fais du sport de longue distance, tu acceptes ce truc d'avoir une gêne, mais tu te dis toujours: «C'est une gêne, si elle évolue pas, j'accepte et ça va finir par disparaître». Bon, je m'endors, je me réveille le lendemain, je pars, il fait nuit à, je sais pas, 6 heures ou 7 heures du matin, pas de douleur. Très bien, je fais 10-20 kilomètres. La veille, j'avais fait 120 kilomètres et cette étape, j'avais 115 kilomètres de mémoire. Grosse étape aussi, hein. J'arrivais à 3. Et là, kilomètre 30, boum, la douleur qui revient. Je me dis: «Punaise, tendinite, c'est pas possible et tout». Kilomètre 30, kilomètre 40, c'est la douleur qui est là et qui augmente, tu vois? Et en fait, j'avais un partenaire et aussi un soutien qui était la clinique du coureur justement. Donc trop bien parce que moi, la clinique du coureur, c'est une référence depuis 10 ans. Blaise Dubois, j'ai beaucoup échangé avec lui sur des podcasts, c'est vraiment une grosse référence. Donc j'ai toute l'équipe de la clinique du coureur qui m'avait fait un petit groupe WhatsApp où moi, en rigolant, je leur avais dit, «On a un groupe WhatsApp, mais je vous dirai juste coucou et ça s'arrêtera là». Mais là, avec cette douleur qui augmente en me disant: «Là, ça c'est chiant», tu vois? Vu que ça augmente et qu'il me reste, 80 kilomètres à faire, tu vois? Donc directement, je mets drapeau rouge, clinique du coureur, j'appelle et là, je leur dis, «OK, il me reste 80 kilomètres, j'ai une gêne, ça ressemble à une tendinite, genre du releveur du pied, qu'est-ce qu'on fait?» Heu et donc là, j'ai toute l'équipe de la clinique du coureur, j'ai Blaise, j'ai, Florent Allier, j'ai Yann Schmitt, des super kinés, médecins du sport on fait des visios, on regarde mon pied et en fait, très rapidement, les kinés, ils ont l'air de dire: «C'est peut-être une tendinite», mais en même temps, on sait pas. Et Yann Schmitt qui est, médecin du sport qui dit: «Attention, c'est rouge, ça peut être une tendinite, mais ça peut être aussi ça. Ça peut être une bactérie, ça peut être un truc bactériologique» et là, c'est pas la même histoire. C'est pas une question de tendinite, on se masse et on serre les dents. C'est, il nous envoie des photos et il dit: «Ça peut être très, très grave. Ça peut être, ça peut se propager, ça peut être limite on t'ampute et tout», tu vois? Et moi et nous, on voit ça et en gros, je continue à courir, mais là, j'ai de plus en plus mal. J'ai le pied qui gonfle, c'est une horreur. Mais dans ma tête, je suis toujours en mode, c'est mon rêve de traverser la France en courant, donc je me pose même pas la question d'abandonner. Je me dis: «Ça fait de plus en plus mal, mais il faut que tu avances parce que tu as pas le choix». Tu vas faire quoi? Tu vas t'arrêter au milieu de rien, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un taxi et donc c'est la pire journée de sport de ma vie. Je sais même pas comment je fais pour courir, mais j'avance quand même, je cours. Heu, j'ai le pied qui gonfle à vue d'œil, j'ai une espèce de plaque rouge, tu vois, sur le pied. Je suis à moitié en pleurs, je commence à avoir froid, tu vois, alors qu'il fait chaud, enfin plein de symptômes trop bizarres. Heu et en fait, j'arrive au kilomètre 107 sur 115 et d'un coup, je m'effondre et je m'arrête et je me dis: «Mais là, c'est plus possible, quoi. Là, tu es allé au bout de ce que tu pouvais faire, je sais même pas comment j'ai fait». Là, je m'effondre en pleurs et je comprends pas encore que c'est fini, mais je suis à 8 kilomètres de l'arrivée. J'appelle les gens qui devaient m'héberger, je leur dis: «Là, c'est fini, là, on arrête», tu vois? Et là, on appelle j'ai un ostéo qui m'attend à 23 heures, qui m'ausculte, qui me dit: «Là, tu ton pied, c'est un bibendum, donc je peux rien faire». Et donc énorme coup dur, on s'arrête et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait les analyses et tout et on s'aperçoit clairement que c'est pas, tendineux, mais c'est vraiment une bactérie qui s'est infiltrée dans mon pied. Ce qui fait que on me met sous antibiotiques et clairement, je peux plus courir. Je suis arrêté à 3, donc au soir de la 4e étape et là, je suis quand même dans une optique de, bah, au bout de 2-3 jours, ça aura dégonflé, je repars dans 3 jours. Mais en fait, au bout de 3-4-5 jours, je suis encore alité, je suis encore en béquille, j'ai le pied qui a pas bougé et puisque je suis sous antibiotiques, j'ai le médecin qui me dit: «Là, c'est dangereux de repartir. Donc si tu dois repartir, tu repartiras pas 100 kilomètres clairement». Et à ce moment-là, bah, je comprends que de toute façon mon état il a pas évolué, c'est vraiment, je peux plus marcher, je suis en béquille donc
c'était mon rêve de traverser la France en courant, mais faut que j'abandonne et je rentre chez moi un peu triste que ce soit arrêté. En même temps, c'est un peu une bactérie, donc il y a un peu la faute à pas de chance. On sait pas trop d'où c'est venu. Sans doute d'une petite plaie. On saura jamais trop, mais c'est pas une histoire de tendinite où j'aurais pu juste mieux m'écouter ou quoi. C'est un peu la faute à pas de chance ou aussi un facteur de plein de trucs, genre petite plaie. Avec le nombre de kilomètres que je me suis enquillé, bah, mes défenses immunitaires elles ont baissé. Je suis en sandales, donc c'est forcément un facteur à risque. Est-ce que j'ai marché dans une flaque avec une bactérie dedans? On ne saura jamais trop, mais toujours est-il que bon, bah, j'abandonne au bout de 4 jours et très triste parce que j'avais mis beaucoup d'espoir et beaucoup d'énergie là-dedans, mais bon, il faut arrêter et c'est comme ça, quoi. Comment tu as rebondi? Est-ce que tu as reporté de façon très Ouais. lointaine ce projet dans ta tête quand tu es rentré, à Lille, à la maison? Ou est-ce que tu t'es dit: «Non, il faut que je remette le métier à l'ouvrage et que je reparte, assez rapidement pour ne pas Ouais, trop tergiverser»? en fait, en fait, au bout d'1 ou 2 jours, dans mon lit, je parlais avec mes proches et je me dis: «Bah, de toute façon, il faudra arrêter un jour parce que c'est un tel rêve que je me dis qu'il va falloir repartir». Mais bon, je prends quand même le temps qu'il faut, mais je me dis: «On est en octobre, j'attends le retour des beaux jours, donc j'attends le printemps». Ça me permettra de me remettre sur pied, de bien me soigner parce que ça prendra du temps. Ça me permettra de me remettre un peu à l'entraînement parce que du coup, au bout de quelques semaines, passées où mon pied l'a bien dégonflé, je me remets à l'entraînement, je me remets du volume, je retravaille tout ça, je refais des longues sorties et je sens que je suis plus en forme. Donc ouais, très rapidement, on remet une nouvelle date. On dit octobre 2026. Heu, En parallèle, je change quelques petites choses par rapport à la première fois. Notamment, je trace un nouvel itinéraire qui passe globalement par les mêmes villes, mais qui est sur mon application en mode vélo de route pour être exclusivement sur du bitume. Parce que comme je te disais, j'étais beaucoup sur des chemins un petit peu en gravier, des chemins en terre entre les champs, dans des forêts, un peu compliqués mine de rien pour courir quand tu veux enchaîner les kilomètres assez facilement. Donc voilà, je me dis, je trace en mode vélo de route pour être que sur du bitume. Et aussi il y a une un quelque chose qui a été très important dans le changement d'approche par rapport à la première fois, c'est que puisque la première fois, je me rends compte que ça a été dur à gérer la pression d'avoir annoncé que je faisais Dunkerque-Marseille, les dates, les étapes, les jours et tout. Le jour où j'ai arrêté, tu vois, j'avais encore des journalistes qui m'appelaient pour me dire: «Vous allez arriver tel jour à telle ville, est-ce qu'on peut vous appeler?» Mais en fait, moi, j'étais dans mon lit d'hôpital, enfin dans mon lit de pas d'hôpital, mais dans mon lit, En avec le béquille, convalescence, ouais. donc en convalescence, donc ça me servait à rien ça servait je m'étais aperçu que ça servait à rien de trop annoncer. Donc là, à partir de ce moment-là, après l'abandon, je cale une date, départ le 15 avril. Je retrace un itinéraire complet, route uniquement. Je fais logement exclusivement en Airbnb parce que la première fois, j'avais des nuits chez l'habitant, des nuits chez des gens qui m'avaient proposé, des, heu, des soit des gens qui tenaient des maisons d'hôtes, des choses comme ça, mais je m'étais aperçu que ça demandait quand même un petit peu de contraintes parce que tu es logé chez l'habitant, donc tu as des heures d'arrivée, tu vas devoir heu, beaucoup parler aux gens, ce qui j'adore échanger avec les gens, mais sauf que quand tu es épuisé, c'est compliqué, donc je m'étais dit: «On fait tout Airbnb comme ça». Bon, clairement, c'est pas la plateforme la plus, éthique et cetera. Je suis conscient, c'est un peu une catastrophe cette plateforme. Mais bon, ça permet d'avoir une boîte à clés, tu arrives, tu as de compte à rendre à personne, personne t'attend et donc tu es tranquille. Donc ce que j'avais fait en redémarrant, c'est que j'arrivais, je mangeais, je dormais, je repartais le lendemain sans parler à personne, c'était très bien. Et aussi je repars le 15 avril en ayant dit à personne que je repartais sauf à mes proches, 2-3 sponsors qui, eux, n'avaient pas communiqué sur la date. Et en fait, j'étais beaucoup plus serein dans au redémarrage en me disant: «Personne t'attend, personne sait que tu pars, heu, personne, personne va venir trop courir avec toi, surtout au début parce que personne n'est au courant». Et du coup, je pars le 15 avril sans en l'ayant dit à personne, avec Jérôme Abasque, mon vidéaste.
qui lui était forcément au courant parce qu'il me suivait. Mais je repars de Dunkerque, il y a pas un chat, je fais ma route tranquille, j'arrive à Lille le soir, je suis tout seul et le soir de la première étape, je fais un post sur Insta en disant, «Dunkerque-Marseille, c'est parti, je viens de faire la première étape, on est reparti». Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première étape, enfin la première fois que je suis parti, mon idée, c'était de beaucoup communiquer, mais aussi de faire une vidéo par jour parce que je trouve ça très cool de communiquer, de raconter, tu vois? Il se passe plein de choses et c'est trop cool de raconter ça aux gens, de faire vivre un peu ça sur les réseaux. Donc heu donc je repars, et en fait, au moment de repartir le 15 avril, j'annonce sur les réseaux le soir de la première étape et je me remets le rythme, une vidéo par jour dès le lendemain et en fait, là, ça repart comme la première fois. C'est une vidéo par jour sur les réseaux parce que j'adore raconter ça et c'est hyper cool de voir la communauté qui aime bien ce genre d'histoire et qui m'encourage. Mais vu que j'avais pas communiqué dessus, bah, j'ai pas de médias. C'est très cool d'avoir des articles dans les médias, mais malgré tout, j'avais pas trop le temps pour faire des interviews, tout ça. Donc voilà, je repars plus sereinement et là, j'enchaîne les jours, à partir du 15 avril et là, c'est parti, direction Marseille. Combien tu avais de kilos sur le dos, Olivier? Est-ce que tu es parti là, vraiment, en mode également minimaliste avec, J'ai le strict nécessaire comme tu le disais, l'eau, la nourriture, je peux l'acheter à droite à gauche sans pour autant me charger trop? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton sac? Et ben, écoute, ouais, l'idée, c'était d'avoir le sac le plus léger possible, tout en étant en autonomie, dans le sens où j'avais dans mon sac mes vêtements pour me changer, et j'avais dans mon sac, mes chargeurs et cetera et mon alimentation, eau et nourriture parce que j'avais pas de voiture suiveuse, pour me donner à manger, pour me faire mes ravitaux. J'avais Jérôme à base qui me suivait à vélo, mais lui, son rôle, c'était pas de me faire les ravitaillements, donc il me portait aucune affaire. Il me portait aucune affaire en théorie, mais je peux pas valider la trace en autonomie complète du début à la fin, parce qu'en fait Jérôme il m'a porté un spray d'antiseptique et un rouleau de strap et à la fin sur les dernières étapes, même si j'achetais ma nourriture au fur et à mesure de l'étape tous les jours, dans les dernières étapes, il m'a acheté 3 ou 4 fois la nourriture le soir parce qu'en fait quand j'arrivais, au Airbnb, bah, en fait le 1er, commerce, il était 3 kilomètres plus loin et j'aurais dû faire, 3 kilomètres aller-retour, donc 6 kilomètres de plus pour acheter à manger, pour être en full autonomie, mais voilà, j'étais tellement fatigué qu'il a dû m'acheter à manger. Mais voilà, j'étais quand même dans la philosophie autonomie. Donc mon sac, il faisait 2 kilos sans nourriture ni eau et donc dans mon sac, j'avais un boxeur, un t-shirt de rechange, 1 ou 2 crèmes de récupération, de massage, une crème solaire, ma batterie et mon chargeur, de téléphone et pour charger, tous mes appareils. J'avais quoi d'autre? Une petite caméra pour faire mes vidéos, mon téléphone, des écouteurs, mais c'est tout. En fait, j'étais ultra léger, donc 2 kilogrammes sans eau ni nourriture et mes 2 flasques et en fait, je remplissais à peu près en eau et en nourriture, à peu près tous les 15-20 kilomètres et en fait, quand j'ai tracé mon itinéraire, j'ai cherché les cimetières pour l'eau, les fontaines pour l'eau et les commerces pour l'alimentation donc je faisais un peu comme je pouvais, donc au niveau de l'alimentation, je mangeais à la fois un peu n'importe quoi, mais à la fois ce que je pouvais. Donc tu vois, des sodas, des compotes, des sandwichs à la boulangerie, quand tu cours 100 kilomètres, donc 10-15 heures par jour, tu manges un peu ce que tu peux et c'est un peu compliqué de manger. Mais voilà, j'avais prévu mes ravitaillements à l'avance. J'avais mis les commerces à l'avance sur ma trace pour pas me retrouver à devoir courir 50 kilomètres avant le prochain ravitaillement pour pas stocker trop de nourriture. Pour pas être trop lourd et plutôt, acheter, manger, stocker un petit peu, donc je stockais 3-4 compotes, mais pas plus pour être très léger. Donc voilà, avec l'eau et la nourriture, mon sac, il devait faire à peu près 3 kilogrammes, pas plus, ouais. Très léger pour être rapide, ouais. Alors quand tu as passé cette 4e étape qui t'avait été Ouais, fatale, hein, sur la première tentative, ouais, bien sûr. est-ce que là aussi ça t'a libéré? Te dire: «Bon, ben, maintenant je vais au-delà Ouais, de ouais, ce que ouais. j'avais fait la première fois»? En fait, il y avait vraiment ce truc, cette grosse appréhension, la première fois, heu, parce que je m'étais blessé et j'avais peur de me reblesser, avant d'arriver à ce point.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai dormi au même logement, aux mêmes personnes qui m'ont hébergé. C'est le centre sportif de l'Aube à Troyes qui m'ont hébergé de façon royale. Et j'étais hébergé dans la même chambre, du même logement, accueilli par les mêmes personnes. Donc j'appréhendais énormément ce passage où c'était là où je m'étais blessé. Et à la fois, je savais mentalement que quand j'allais passer ce passage, il y aurait ce truc un peu, tu sais, comme dans les films, Le Seigneur des Anneaux ou quoi, où j'aurais dépassé le point le plus loin que j'étais jamais allé à pied, tu vois? Donc j'attendais ce point avec impatience et aussi parce que dans ma logique de ce que j'avais envie de raconter de cette aventure, il y avait ça de je me suis blessé la première fois et regardez la deuxième fois, bah, j'ai réussi sans me blesser. Sauf que, bah, je te raconte ça, mais j'étais qu'au kilomètre 430 à peu près, quoi. Il me restait encore après, énormément de kilomètres. Donc l'histoire, c'était ça, de dire: «Regardez, je viens de passer le point où je m'étais blessé sans me blesser». Sauf qu'il se passe un truc terrible, c'est que j'arrive le soir à cet endroit-là, je suis épuisé parce que j'ai enchaîné 3 journées à 110 kilomètres. Donc à la fois, je suis très content de passer ce point en meilleure forme que la nuit d'avant. Sauf que je regarde mon pied gauche et là, je vois mon pied qui commence à être gonflé comme un petit ballon de baudruche, on va dire, tu vois? Je vais pas dire que c'est la même catastrophe que la fois d'avant, mais là, je regarde mon pied et mentalement, je me dis: «Non, mais en fait, c'est un cauchemar parce que je suis en train de revivre exactement ce que j'ai vécu la fois d'avant. J'ai le pied qui est gonflé. Pour l'instant, ça va. Je vais aller me coucher, mais si ça se peut, au réveil, il sera gonflé comme pas possible. Il sera rouge et c'est fini». Donc là, je me dis: «C'est pas possible» et en fait, c'est horrible à vivre. J'appelle la clinique du courir direct. Ils me rassurent un peu. Ils me disent: «Bon, ben écoute, on va vite prendre les choses en main. On verra». Et moi, à ce moment-là, avant de me coucher, je commence à recalculer les étapes en me disant: «Le lendemain, je peux pas courir 100 kilomètres. Je vais devoir courir à peu près 50 kilomètres». Donc je commence à retracer. En me disant: «Mais mince, parce que j'ai réservé tous les Airbnb pendant 7-8 jours après, je vais devoir tout annuler, tout réserver, ça a tout décalé» et là, je me dis: «Non, mais c'est pas possible», tu vois? Donc je m'endors comme ça en me disant: «Écoute, on verra comment je me réveille le lendemain, mais c'est pas rassurant, c'est horrible à vivre». Je me réveille le lendemain, j'essaye de jauger un peu parce que comme je te disais, on est dans des régions où en fait, si je pars sur la route que j'ai choisie, qui m'emmène jusqu'à Montbard, qui fait, plus de 100 kilomètres. Bah, il y a pas d'alternative. C'est soit je fais une route pour faire 100 kilomètres, soit je fais une autre route complètement qui a rien à voir pour aller viser une ville à 50 kilomètres, mais il y a pas d'alternative. Là, je vois que mon pied, il est gonflé, mais que ça a l'air de passer. Je me dis: «Bah, écoute, coup de poker, je pars sur l'itinéraire prévu. J'ai 100 kilomètres à faire et on verra». Et en fait, l'étape, elle est compliquée, j'ai mal, mais mine de rien, ça m'empêche pas de courir. J'ai le pied qui est gonflé, mais qui m'empêche pas de courir. Et là, je sais pas combien de temps plus tard, je pars à 7:00 du matin. À 20:00 à 20:00 le soir, je valide cette étape. J'arrive à mon bar, malgré une petite gêne, mais qui a pas l'air d'évoluer et c'est là aussi cette fin d'étape, je finis en pleurs à la fois de soulagement, de joie, de me dire: «Punaise, là, tu viens de passer une espèce d'étape qui est grande», tu vois? Tu Je pensais que j'allais pas, arriver au bout. J'ai passé au bout, on est le soir du 5e jour. Et là, mentalement, je comprends que c'est fort ce qui vient de se passer et que, je sens bien, tu vois? Je me dis: «OK, bah, les étapes, elles vont s'enchaîner, mais c'est cool», tu vois? Et tu as fait la moitié du chemin là. 5e étape, tu es à mi-chemin. Ouais, ouais, 5e étape, bah, je suis quasiment à la mi-chemin parce que je suis à peu près à kilomètre 500, j'ai 1 130 à faire. Mais voilà, là, je suis à moitié du chemin et en fait, les 2 étapes suivantes, c'est des étapes un peu plus courtes qui font 93. Un peu plus courtes entre guillemets, parce qu'il faut quand même le faire le 93. Ces 2 étapes suivantes, elles se passent bien parce que ma douleur au pied, je cours avec un pied qui est gonflé, mais écoute, ça a pas l'air de m'empêcher de courir. Donc là, jour 5, jour 6, jour 7, j'arrive à Mâcon. Je suis fatigué, mais le corps, il est dans un état stable. J'ai j'ai pas de douleurs qui ont tant augmenté que ça et c'est à ce moment-là, arrivé à Mâcon, où comme je te dis, je crois qu'on est jour 7, j'avais fait à peu près 700 kilomètres. Là, je comprends que ça sent bon, que je vais aller au bout parce que, a priori,
j'arrive à enchaîner les étapes et ça se passe bien. Mais ça, tu sais que quand on fait quelque chose d'aussi long, il y a toujours des aléas qui font que, bah, tu crois que tu es arrivé au bout, mais tu as des pépins qui se mettent et qu'il faut gérer. Et là, on arrive à l'espèce de dernière avant-dernière phase ou dernière phase où là, il y a encore des choses assez dures à gérer et en fait, je suis pas arrivé, en fait, même si je pense que je suis déjà arrivé, quoi. Alors dans ces cas-là, à quoi on pense dans toutes ces journées, toutes ces heures passées sur la route? Qu'est-ce qui traverse ton esprit? Quelles, sont les pensées qui t'animent? Tu réfléchis à quoi? En fait, c'est dur, j'essaye de penser à rien. Je suis très concentré sur, le prochain ravitaillement parce que j'ai sur ma montre en permanence les kilomètres au prochain ravitaillement, qui me font des petites étapes intermédiaires plutôt que penser aux 100 kilomètres jusqu'à la fin parce que si tu penses trop loin, il reste 100 kilomètres ou il reste 400 kilomètres, c'est beaucoup trop loin. Je pense au prochain ravitaillement, je suis concentré à essayer de pas faire d'erreur de navigation, à pas me prendre marcher dans un trou, j'en sais rien, parce que mine de rien, bah, tu te dis, bah, là, tu te fais une entorse, c'est fini, quoi. Donc j'essaye de penser à rien, j'écoute de la musique, j'écoute la radio pour essayer de penser à autre chose et voilà, donc les étapes, elles se passent comme ça en pensant à rien. De temps en temps, j'ai beaucoup de gens qui viennent à ma rencontre, courir avec moi, donc ça, trop cool, tu vois? Parce que, je discute quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Ça, c'est chouette aussi, ça me fait penser à autre chose. Même si, des fois, c'est un peu dur à gérer parce que, tu vois, je suis dans un tel état de fatigue que des fois, je m'excuse par avance si des gens écoutent parce que j'imagine que j'ai pas été forcément très bavard avec des gens ou des fois, j'arrivais quasiment pas à parler à cause de la fatigue, mais en même temps, j'espère que les gens m'ont excusé, ont compris que j'étais pas trop dans un état, normal, on va dire. Donc voilà, les étapes, elles se passent comme ça en essayant de penser à rien. Heu et en fait, ce qui se passe quand je te dis que j'ai d'autres choses à gérer par rapport au fait que, étape 7, je me dis: «Bon, bah, écoute, je suis fatigué mais j'avance donc tout va bien». Il y a un moment donné, je pense qu'à ce moment donné, il me reste 3 ou 4 jours à peu près à courir. Je commence à avoir une douleur au milieu du tibia, mais qui devient horrible, quoi. Et tu vois, là, j'ai tous les scénarios dans la tête. Comme je te disais, bah, quand tu cours longtemps, tu as des douleurs, si elles évoluent pas, c'est bon, mais en même temps, je me dis: «C'est quoi cette douleur?» Si c'est, une tendinite, un tendon, bon, je vais serrer les dents, mais ça ira. Sauf que ça augmente et je me dis: «Mais en fait, si c'est une fracture de fatigue qui apparaît, là, c'est foutu», tu vois? Et là, pareil, la clinique du coureur, ils font un travail incroyable. On est en contact, on s'appelle, on fait des visios et tout. Ils me font un ils me font un check à distance, donc c'est pas évident pour eux, mais ils me disent, «Quand tu relèves le pied, est-ce que tu as mal? Quand tu tends le pied, est-ce que tu as mal? Quand tu touches le tibia, quand tu touches à l'intérieur, à l'extérieur, est-ce que tu as mal?» Donc là, je leur explique tous mes ressentis et là, trop bien, ils me disent: «Bah, écoute, c'est le muscle du releveur du pied qui est HS». Donc en gros, j'arrivais pas à relever le pied, tu vois? J'arrivais pas à soulever le pied, je pouvais plus. Chaque pas, c'était une décharge électrique horrible, mais c'est que musculaire, tant que tu arrives à avancer, essaye d'avancer. Donc là, tu vois, là, il me reste 300 kilomètres, j'ai une douleur horrible et là, à chaque redémarrage, le lendemain, tu vois, je passe toute la journée, à serrer les dents. Au redémarrage, parce que quand je dors, ça se refroidit. Quand je redémarre, pardon, jour 9, jour 10, il me reste 3 jours, il me reste 2 jours, il me reste 1 jour à courir. La douleur, elle est tellement horrible que j'arrive même pas à courir, tu vois? Et j'attends, je cours-marche le temps que ça se réchauffe, je courotte vite fait, tu vois? Et au bout genre de 30-40 kilomètres, bah, là, mon muscle, il est chaud, donc là, j'ai la douleur, je serre les dents, mais bizarrement, j'arrive à courir et au bout d'un moment, au bout de 50 kilomètres, la douleur, elle augmente plus, j'arrive à terminer l'étape. Sauf que j'ai cette douleur au pied gauche qui est musculaire et entre temps, il y a un moment donné, la clinique du coureur, ils me disent: «Alors, comment ça évolue?» Je dis: «Bah, à gauche, tout va bien, sauf qu'à droite, j'ai la cheville qui est gonflée». Mais à ce moment-là, j'ai tellement mal à gauche que je pense que je sens même pas encore la douleur au tendon d'Achille qui est en j'ai le tendon d'Achille qui est en train de cramer, mais je ressens pas encore la douleur. Je sais pas parce que j'ai si c'est parce que j'ai trop mal à gauche, tu vois? Et à un moment donné, j'ai plus mal à gauche à cause de l'adrénaline ou à cause de je sais pas quoi et là, je sens que j'ai le tendon d'Achille qui est en train d'exploser, tu vois? Et là, pareil, il reste genre 2 jours à courir, heu et à cause de ça, les 3 dernières étapes, elles sont horribles, quoi. Donc heu, donc là, tu vois, je termine les étapes,
je peux quasiment plus courir, je boite, tu vois? Je peux plus marcher. J'ai la cheville qui est grosse comme ça. Les lendemains, au réveil, je me dis: «Mais comment je vais pouvoir repartir en courant?» Il me reste, l'avant-dernière étape, je crois que j'ai 105 kilomètres à courir à peu près. J'arrive au bout, j'arrive à Orange dans un état lamentable, mais je me dis: «Bon, j'ai fait 10 étapes, c'est un soulagement d'être arrivé à la fin de la 10e étape. Il te reste qu'un réveil, et Un une dodo et étape, c'est bon. un dodo et c'est bon». Donc je me dis: «Écoute, mon état, il est assez lamentable, mais a priori, j'arrive quand même à courir». Dernière étape, j'ai 123 kilomètres à peu près à courir, ce qui est énorme, mais en même temps, je vais arriver à Marseille et donc là, je redémarre, je pars d'Orange à 4:00 du mat parce que je me dis: «Il faut pas que j'arrive à Marseille trop tard non plus». Je suis dans un état pas horrible, les premiers kilomètres, ils sont horribles. Les 40 premiers kilomètres, ils sont horribles, je serre les dents, mais je me dis: «Écoute, là, tu débranches le cerveau. Ce soir, tu es à Marseille». Heu, Avec le recul, je me dis que c'est fou à quel point mentalement, quand ton cerveau, il est conditionné à faire quelque chose, ben, en fait, soit tu oublies la douleur, soit tu l'acceptes, soit il y a une genre d'adrénaline, comme je te disais, qui te fait oublier la douleur, mais je sais pas comment c'est possible, mais Là, il y avait plus de plaisir, Olivier. C'était le devoir d'aller jusqu'au bout. là, il y a pendant 3 jours, il y a plus de plaisir. Il y a pendant 3 jours, c'est, tu es en mission, tu dois terminer ta mission, puisqu'il te reste qu'1 jour ou 2 à courir, tu dois le faire et heu et là, honnêtement, c'est plus aucun plaisir. J'essaie de plus regarder les kilomètres qui passent parce que c'est trop long. Tu vois, j'arrive, dans la banlieue de Marseille, il me reste quoi? 20 kilomètres, 10 kilomètres. Les 10 derniers kilomètres, ils sont tellement longs. En plus, alors l'entrée dans Marseille, je sais pas si tu connais cette ville, mais je te laisse imaginer que c'est quand même une ville Les où routes arrivent de toutes parts et une sacrée fourmilière où toi, tu vois, tu es au bout de ta vie, ça grouille dans tous les sens, il y a des voitures, des piétons, des gens partout. Toi, tu essaies de te faufiler là-dedans, les kilomètres, ils avancent plus. Je regarde ma montre tous les 200 mètres, alors que j'ai l'impression d'avoir fait 3 kilomètres. Donc la fin très compliquée, mais en même temps, ce qui est fou, c'est que je réalise que j'ai tracé, mon Dunkerque-Marseille en 11 étapes, donc 10 jours et quelques, ce qui me faisait partir un mercredi matin pour arriver un samedi soir, en ayant conscience que ça allait être tellement dur que j'allais devoir réadapter mon programme, réduire des étapes et puis, faire plus d'étapes que prévu parce que courir 100 kilomètres par jour pendant 11 jours, ça me paraissait assez improbable que tout se passe bien jusqu'au dernier jour et heu et tout se passe pas bien parce que, bah, quand c'est aussi long, bah, tu dois gérer des aléas et c'est plus dur que prévu. Mais j'arrive quand même à Marseille le samedi soir, heu, comme prévu, avec le nombre d'étapes prévues, avec le scénario le plus optimiste, le scénario dans mes rêves en me disant: «Ça allait pas être possible». Mais c'est fou parce que tu vois, j'arrive à Marseille le samedi soir, j'arrive à peu près à 21:00. J'avais prévu d'arriver à 20:00, j'arrive à 21:00, bon, parce que j'étais plus lent que prévu parce que c'était dur. Heu, En plus, il y a ma famille qui me fait la surprise d'être là, alors que moi j'avais juste, normalement, il y avait juste ma copine qui m'attendait, mais j'ai plein de gens de ma famille, qui sont là, donc là, je te dis pas l'émotion, à la fois l'émotion de me dire: «Punaise, tu viens de faire, ton rêve, tu viens de faire Dunkerque-Marseille», mais l'émotion principale, c'est surtout, tu es au bout de ta vie, tu as mal partout, c'est fini, tu vois? Un peu le calvaire, il est fini. Demain, tu auras plus à te réveiller à 6:00 du mat pour partir courir et c'est fini, tu vois? Donc heu, donc voilà, je suis à je j'ai beaucoup parlé, je suis arrivé un peu au bout, avant que tu me poses des questions, mais voilà comment ça s'est fini, donc assez fou, ouais. alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui veut se lancer? Est-ce qu'il faut aller dans cette, galère que tu viens de relater? Tu dis, il y a des moments qui ont été vraiment très, très difficiles. Ouais. Pourquoi s'infliger tout ça, Olivier? Bah, c'est une vraie question et tu vois, là, avec le recul, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines que je suis arrivé. J'ai pas toutes les réponses, mais je pense qu'en sport, heu quel que soit ce qu'on veut faire, beh, il y a toujours des moments où tu rêves de faire un marathon alors que tu en as jamais fait. Bah, tu vas être dans l'inconnu, tu vas passer par des phases très difficiles, mais quand tu auras passé ces phases et tu seras allé au-delà de ces souffrances un peu
passagère, on va dire, parce que tu vois, la souffrance, elle est un peu éphémère. Tu as eu mal, 1 heure pendant ton marathon, tu as eu mal, bon, moi, j'ai eu mal beaucoup plus longtemps, mais en même temps, c'était pas Un si long petit que peu ça. plus, C'est un petit peu plus longtemps, oui. un jour ou 2 dans la vie, tu vois? Mais mais je pense que quel que soit l'objectif, c'est assez cool et on apprend tellement sur soi, tu vois? De se dire, traverser la France en courant, ça me paraissait impossible. Ça me paraît toujours assez improbable, assez impossible. Bah, tu vois, j'ai réussi à le faire et tu regardes dans le rétro, tu regardes la carte de France avec cette ligne et tu te dis: «Bah, punaise, ouais, il y a eu des galères, mais j'ai réussi». Et tu vois, je repense toujours au Seigneur des Anneaux, par exemple, où c'est un peu cette histoire-là. C'est, bah, tu Frodon Sake qui part, sans savoir tous les aléas qu'il va avoir sur sa route. Et ben, Frodon Sake, il a, des méchants, il réussit à passer, il se perd, il réussit à retrouver un autre chemin. Et il y a un petit peu ce truc de rite initiatique, de tu as parcouru plein d'embûches, tu es allé au-delà, tu es allé au bout, ou alors tu es pas allé au bout parce qu'il s'est passé plein de choses, mais tu apprends tellement, tu vois? Et ce que j'ai envie de dire aux gens qui ont envie de se lancer, c'est, bah, essayez, lancez-vous, ayez des rêves, tu vois? Mais par contre, je trouve que c'est assez important comme message de de dire, à tout le monde que ça va être dur et qu'il faut pas, minimiser la difficulté d'un objectif. Que ce soit un marathon quand tu as jamais couru de ta vie ou que ce soit enchaîner plusieurs journées à, 30, 40, 50 kilomètres, tester avant, se rendre compte de la difficulté de la chose avant de se lancer. Parce que je pense que quand on se lance sans ayant en s quand si on se lance dans un objectif parce qu'on a vu que faire des marathons, c'est trop bien, sur les réseaux, bah, c'est trop cool, mais si on se rend pas compte de la difficulté du truc et que du coup on s'entraîne pas forcément assez, bah, ça peut être aussi des mauvais souvenirs, tu vois? Je pense qu'un marathon quand tu as jamais couru, ça si ça se finit mal, ça peut être assez, ça peut pas être un très bon souvenir, on risque de se blesser et tout, donc faut pas minimiser la difficulté des objectifs, mais faut croire en ses rêves et faut se lancer si on a un rêve, quoi. Alors, est-ce que ça a ouvert d'autres rêves après cette traversée de la France, de Ouais, la mer du Nord à la Méditerranée, en reliant ouais, Dunkerque à Marseille? Est-ce que ça ouvre ouais. d'autres itinéraires, d'autres Écoute, traces? écoute, bah, là, c'est dur à dire parce que tu vois, je suis à peine en train de me remettre, j'arrive à peine à courir 5 kilomètres, tu vois? Donc pour l'instant, je récupère bien avant de penser à autre chose, mais je pense que dans la tête, il va y avoir d'autres choses qui vont germer. Peut-être le faire un peu moins avec une approche, de rapidité, tu vois? Parce que moi, j'avais quand même cette approche d'essayer d'aller un peu vite et tout pour voir combien de temps je peux mettre. Peut-être le faire un peu plus cool, un peu moins de kilomètres chaque jour pour pouvoir un peu plus me reposer. Mais forcément, il y a d'autres idées, peut-être de faire un peu des choses en trail, tu vois? Des petites traversées de massifs, mais un peu cool, tu vois? Traverser des Vosges, du Jura, des choses comme ça. En route, bah, il y a d'autres traversées, tu vois? Je l'ai fait du nord au sud. Bon, bah, il y a d'autres points cardinaux à relier, on va dire, mais on verra comment parce que j'ai un peu regardé, ça a l'air d'être encore plus long que du nord au sud, même si je pensais que ça allait être plus court. Mais forcément, il y aura d'autres idées, recourir juste pour le plaisir, tu vois? Pour le plaisir de courir, peut-être faire des marathons, me remettre aussi sur des entraînements de course à pied plus classiques. 10 kilomètres, c'est marathon et juste reprendre du plaisir à courir, à être en mouvement un peu tous les jours, quoi. Je pense que c'est un bon objectif aussi. Est-ce que tu penses, Olivier, avoir atteint tes limites physiologiques et mentales lors de cette traversée? Je fais référence à Marie Léoté. Tu parlais de Serge Girard tout à Ouais, l'heure. Marie qui a traversé le monde également en courant, qui fait partie ouais, des personnes qui, comme Serge Girard, font partie de ce petit cercle de coureurs à avoir traversé en quasi-autonomie la planète. Elle disait qu'elle n'avait pas, elle, forcément atteint ses limites dans cette aventure. Alors, est-ce que toi, tu penses dans, ces 1 136 kilomètres, ouais. avoir, Mmh. tutoyé tes limites? Écoute, moi, j'ai clairement, touché mes limites physiques, mentales. Je suis allé au bout de ce que j'ai pu faire. Mais par contre, j'ai touché mes limites à un instant T, heu et c'est ça qui est hyper intéressant en sport, c'est que tu touches toujours tes limites à un instant T, mais le corps, c'est une machine incroyable et peut-être que mentalement et surtout ce que j'ai appris et aussi physiquement, bah, mon corps, il a maintenant, il a ça dans son CV, il a ça en mémoire et qui sait si ça se peut, mes limites, bah, je les ai, élevées encore et que si je repars sur un projet de cette ampleur ou encore plus gros, je serais capable de plus, de mieux, ou alors plus facilement, avec moins de douleur parce que mon corps, il leur a appris. Donc, je pense que les limites en vrai,
c'est important de s'en fixer à un instant T, de les connaître à un instant T, mais je suis assez convaincu que mon corps, il est capable d'encore plus. Mais ça, il faut tenter pour le savoir. Tant que j'aurais pas tenté autre chose, je le saurais jamais. Et ce mystère, je trouve qu'il est hyper beau et quel que soit le sport qu'on fait, quels que soient les objectifs qu'on se donne, je trouve que c'est vraiment ce qui porte j'ai l'impression que c'est ce qui porte beaucoup de gens en sport. C'est comme je te le disais, bah, fais un 10 kilomètres si tu as jamais couru et le jour où tu l'auras fait, tu auras dit: «Waouh, j'ai fait un 10 kilomètres». Et après, tu te diras un marathon, c'est impossible. Et puis le jour où tu fais un marathon, tu te dis: «Punaise, je pensais que c'était impossible». Et puis après, tu feras un marathon plus vite ou tu feras un ultra trail, tu en sais rien. Mais c'est un peu une fuite en avant infinie, mais c'est ça qui me porte en tout cas, sportivement, ouais. Et ce côté événement off que tu construis, que tu Ouais, façonnes, que tu traces, est-ce qu'il te rend aussi fier, voire plus fier que ouais, carrément, d'épingler un dossard et de participer à un marathon ou à l'UTMB comme tu l'as déjà fait? carrément. En fait, j'aime trop les 2. J'aime trop les 2. Je viens plus de la compétition, très cadrée, avec dossard. Mais là, d'avoir découvert une autre, façon de courir, une autre façon de faire du sport, où finalement tu dessines ta propre aventure, tu as beaucoup plus de liberté parce que c'est toi qui t'imposes tes règles du jeu. Tu as moins cette pression aussi de date parce que finalement tu peux partir, sans attendre une date, tu vois? Il y a ce côté, très libre que j'adore, qui est trop, trop bien, qui s'inscrit aussi dans une philosophie du FKT. Je sais pas si tu connais, mais FKT ça veut dire Fastest Known Time et en fait c'est toute une communauté à travers le monde qui avec un site internet où en fait tu peux aller voir des itinéraires, pour battre des records, en France, tu as notamment, le GR20, tu as tous les GR où tu peux battre un record, mais tu vois, c'est une philosophie qui est un peu plus libre, un peu moins avec dossard, mais où il y a quand même parfois heu, une dimension compétition ou pas, mais en tout cas, ouais, je découvre un autre monde là, de tracer ces aventures et ce qui veut pas dire que je vais lâcher les courses avec dossard parce que j'adore ça, c'est hyper chouette de partager. Mais en tout cas, ça m'ouvre plein d'autres perspectives sportives et ouais, ouais, il y a plein de choses à raconter, plein de choses à créer et c'est hyper cool, ouais. Alors tu évoquais la présence d'un vidéaste, ça donnera Ouais. lieu à une projection, à la réalisation Ouais, ouais. d'un documentaire? En fait, voilà, on travaille, on a plein d'images qui sont, sur mon premier départ et sur mon deuxième et sur mon arrivée. Donc on a plein d'images, donc on est en train de travailler sur un film. L'idée, c'est du coup d'avoir un film documentaire, moyen long métrage, on va voir le format que ça prend, plutôt pour, fin d'automne, hiver, je pense, le temps que ça mûrisse et qu'on ait le temps d'y travailler dessus. Voilà, pour aller chercher des diffusions soit en salle de cinéma, pour aller chercher des diffusions dans des villes en France. Ensuite, dans un second temps, sans doute le mettre, à disposition, de plateformes ou sur internet de façon libre. On verra comment on diffuse. Mais voilà, un film en préparation. Le but, c'est de le diffuser au plus grand nombre pour raconter cette histoire et j'ai bien hâte, de te l'envoyer, dans quelques mois, en effet, ouais. Eh bien, merci Olivier pour, ce long échange. Moi, je vais te laisser la parole pour, conclure notre, enregistrement aujourd'hui. Si tu avais, 3 conseils à transmettre aux auditeurs qui voudraient se lancer dans cette, aventure ou micro-aventure, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, écoute, j'ai le premier conseil, c'en est pas un, mais c'est faites mieux. Parce que moi, j'ai mis, 10 jours, 11 heures 50 minutes, donc je pense qu'il y a moyen de gratter des minutes et je serais très heureux de voir des gens qui fassent mieux et qui se lancent, sur un Dunkerque-Marseille ou pas. Mais clairement, mes conseils, ça serait d'avoir des rêves, de tenter des choses, même si ça paraît impossible, comme on en a longtemps parlé, il y a des choses qui paraissent impossibles, mais finalement qui ne sont pas tant que ça. Faut s'en donner les moyens. Faut pas minimiser la difficulté de certaines choses pour pas se lancer un peu au casse-pipe. Mais ouais, croire en ses rêves, heu, bien s'écouter aussi, parce que le sport, c'est célébrer, la beauté du corps qui est capable de choses extraordinaires, mais aussi c'est aussi le respecter pour pas aller trop loin dans la douleur et la souffrance, pas faire n'importe quoi parce que si on en fait trop, on risque de se blesser, ça peut malheureusement devenir, assez irréversible. Mais voilà, à partir du moment où tu écoutes, tu t'entraînes bien,
tu prends les conseils des gens qui ont fait des choses, parce qu'il faut pas rester, centré sur soi-même à penser, qu'on connaît trop de choses. Faut vraiment rester curieux, ouvert, modeste aussi, parce que ce genre de choses, de défis qui sont très longs, bah, ça demande énormément de modestie. Faut se remettre en question tout le temps, faut pas se croire trop fort parce que le jour où tu te crois trop fort, bah, tu te prends un mur et en fait, tu t'aperçois que tu es pas si fort que ça. Et après, une fois qu'on a ces petites choses en tête, bah, il faut s'inventer ses aventures, faut partir à l'aventure et que ce soit traverser la France ou aller voir la mer en courant ou faire un 50 kilomètres à pied en courant ou en marchant alors qu'on en a jamais fait un, bah, dans tous les cas, ça laisse des souvenirs incroyables et on le regrettera jamais, quoi. Si des auditeurs, Olivier, veulent entrer en contact avec toi, par quel biais on peut le faire? Bah, écoute, Instagram Olivier Maria Ultra, TikTok un petit peu, YouTube ou LinkedIn un petit peu, mais un petit peu moins. Donc, surtout Insta, avec, grand plaisir, ouais. Eh bien Olivier, moi je te remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation du podcast À côté de mes pompes. Je te souhaite une très belle récupération après cet objectif de relier la mer du Nord à la mer Méditerranée. Et puis on se donne rendez-vous pour la sortie du documentaire alors. Merci beaucoup Seb, c'est un honneur pour moi d'avoir été, l'invité de ton podcast. Je remercie tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout et ouais, un grand merci encore et à la prochaine, je t'enverrai le lien du documentaire avec un immense plaisir. Eh bien chers auditeurs, l'aventure elle commence devant chez vous. Vous avez juste à tourner la clé et à partir à l'aventure. Faites comme Olivier et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur les différentes plateformes à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.